Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Vous êtes sur une session avec Franck Lemeur de Tech2Med, avec Dimitri Guillot de IQVIA et Antoine Greux de Medtronic. On va se donner 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers arrivants. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet de la visite médicale augmentée. Donc, on s'adresse à la fois aux forces commerciales de l'industrie pharma, mais aussi à toutes les forces commerciales de l'industrie du dispositif médical. Ce n'est pas forcément la même terminologie, mais on parle bien des deux. Nous avons le plaisir d'avoir donc Franck Lemeur, qui est le fondateur et le dirigeant de Tech2Med. Franck a passé quelques années au sein de Sanofi. Antoine Greux est le directeur de l'innovation au sein de Medtronic et Dimitri Guillot est le responsable des partenariats au sein de IQVIA. Alors, en attendant les derniers arrivants, j'en profite pour vous parler du prochain débat. Le prochain débat, ça sera le 14 octobre, avec, on aura le plaisir de discuter des canaux à utiliser pour capter l'attention des professionnels de santé. On aura d'un côté Adel Mebarki, qui a créé la société Capcode, qui est spécialisée dans le social listening. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le social listening, ça sera l'occasion de découvrir. Et puis, vous verrez, une fois qu'on a découvert le social listening, on ne peut plus s'en passer. Ça permet de faire remonter le bruit de fond qu'il y a sur les réseaux sociaux de manière complètement structurée. Et de l'autre côté, on aura Ranim Chabran, qui est notre responsable digital chez InVivox et qui nous parlera justement, une fois qu'on a fait remonter le bruit de fond de manière structurée, comment structurer une information vers ces canaux. Donc, ça sera le 14 octobre et vous connaissez le principe pour vous y inscrire. Aujourd'hui, je vous le rappelle, nous sommes avec Franck Lemeur, avec Antoine Greux, avec Dimitri Guillot, pour parler du délégué médical augmenté. Le délégué médical augmenté, c'est un sujet qui est revenu justement, et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce débat aujourd'hui. Comme d'habitude, alors ça va durer 45 minutes, vous aurez la possibilité de poser vos questions à la fin du débat. Je piocherai dans les différentes questions et je les poserai à nos 3 intervenants. Pour lancer cette académie, et je vais laisser nos 3 intervenants se présenter, je vais passer la main à Sandrine de l'équipe InVivox qui va vous demander de télécharger un QR code. Alors, il n'y a pas besoin d'application, mais ça va vous permettre pendant tout le long de ce webinaire de donner votre avis, de voter et de faire apparaître plein de petites choses pour rendre ce débat le plus interactif possible. Voilà, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'InVivox et je vous souhaite à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et je nous souhaite un excellent débat. Sandrine, de ton côté, vous devriez avoir un QR code qui va apparaître. Voilà, vous avez le QR code sur la gauche. Ce QR code va vous permettre tout au long de la session d'interagir en fonction des questions qu'on va vous poser. Franck, est-ce que je peux te laisser te présenter dans un premier temps? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Franck Lemeur, je suis président fondateur de Tech2Med, c'est un cabinet de conseil et développement qui opère dans le numérique et santé. Depuis maintenant 3 années, on intervient sur, on va dire, l'agenda des pharma, aussi bien sur la partie innovation technologique, du parcours patient, parcours médecin, voilà, jusqu'à la différenciation de l'offre produit aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est digital therapeutics. Et puis, on intervient aussi, bien évidemment, sur la partie aujourd'hui qui est un cas majeur, qui est l'évolution du modèle d'engagement de la pharma et des acteurs de santé à un moment où on a quand même connu une crise sanitaire qui a accéléré considérablement, on va dire, les tendances que nous avions déjà bien avant, mais qui se sont tirées. Donc, on intervient pas mal là-dessus sous forme de conseils, mais aussi on est organisme de formation. Merci Franck. Antoine, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, donc Antoine Greux, moi je suis responsable innovation pour Medtronic France et Innovation Manager au niveau du département solutions européen de Medtronic. Donc, mon activité principale, je vais faire simple, c'est co-développer de nouvelles solutions en partenariat avec des startups ou avec d'autres acteurs externes. Ça peut être des académiques, d'autres industriels, des cliniciens bien sûr. Et ces nouvelles solutions, donc on les lie
à nos dispositifs médicaux pour en augmenter la valeur et les commercialiser en France et ensuite à l'étranger. Merci Antoine. Dimitri? Bonjour à tous, merci à Invivox Academy pour l'invitation et le fait de partager aussi avec mes compères Franck et Antoine ce beau webinaire. Écoutez, moi je travaille chez IQVIA qui est une entreprise américaine qui collecte de la donnée mais qui ne fait pas que de collecter de la donnée. Et mon rôle dans cette entreprise, je suis directeur de tous les partenariats stratégiques pour la France et donc je collecte et je mets en place la collecte auprès de tous les professionnels de santé, à savoir les pharmaciens bien entendu, les médecins, les hôpitaux, la parapharmacie, le e-commerce et nous collectons cette donnée via des partenaires. Voilà. Merci à tous les trois pour lancer ce débat. Une première question, hein, puisqu'on va parler aujourd'hui de visiteurs médicaux augmentés. Donc, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce terme un petit peu barbare, augmenté? Donc, vous avez la possibilité directement de répondre à partir du QR code que vous avez téléchargé, et ça va construire un mur de mots. Plutôt, non pas un mur, mais un nuage de mots. Je le répète, pour les personnes sur la gauche de l'écran, vous avez un QR code. Il n'y a pas besoin de télécharger une application. En scannant ce QR code, ça va lancer automatiquement cette question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Et voilà. Très bien, on va laisser vous voyez le mur qui est en train d'évoluer, hein, les mots qui s'écrivent dans la police la plus grosse sont les mots qui reviennent le plus. Merci infiniment à tous les participants. Et je vais lancer ce que je vous propose. Hein, donc, c'est tout de suite, vous voyez les mots qui s'affichent. Est-ce que Franck, Antoine ou Dimitri, vous voulez commencer à réagir sur les mots qui s'affichent? Alors, je peux commencer. Je vois en effet omnicanal, par exemple. Et c'est vrai que le délégué médical augmenté, alors je tiens à préciser que dans l'industrie MedTech, on parle d'ITC, d'ingénieur technico-commercial augmenté. Le T est important puisque l'activité de support technique fait partie donc, des activités contractuelles que l'on apporte aux clients, aux établissements de santé. On se doit donc d'être présent au bloc opératoire, aux côtés des professionnels de santé pour assurer le bon usage de nos dispositifs médicaux augmentés. Et donc, par omnicanal, on entend un délégué médical augmenté hybride qui est en capacité d'utiliser les bons outils, le bon format pour passer donc les messages à son professionnel de santé, à son client, donc savoir utiliser la visio. On l'a vu pendant la période Covid, il y a eu une transformation donc, des modèles de collaboration avec les professionnels de santé pour faire face à l'urgence. Avant, c'était très compliqué de passer par visio. Les firewalls ne permettaient pas tout le temps. Aujourd'hui, c'est possible. Robotique, j'ai vu également. Donc, c'est un sujet d'intérêt fort pour Medtronic. Et effectivement, le bloc opératoire de demain sera robotique. Donc, le délégué médical augmenté doit être en capacité de parler de chirurgie robotique. Et je terminerai avec le terme agile, qui est aussi une valeur ou une compétence forte au sein de Medtronic. On a notamment des programmes de formation spécifiques pour renforcer l'agilité de nos délégués médicaux, pour qu'ils puissent avoir cet état d'esprit entrepreneur. On appelle ça des transformers de notre côté. De mon côté, je vois à travers ce mot augmenté, pas forcément la signification qu'on peut en voir à travers les propos d'Elon Musk sur voilà, le côté hybride avec de l'intelligence artificielle et autres, qu'on peut entendre, mais plutôt augmenté au sens que ça redéfinit beaucoup le métier aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Le délégué médical faisait du multicanal il y a plusieurs années, mais sur des canaux très traditionnels, essentiellement des canaux transactionnels, face-face, RP, voilà, impromptu, on connaissait bien, invitation au congrès, et on voit que simplement la vie aujourd'hui de nous tous, des citoyens, des entreprises, des acteurs aujourd'hui économiques, c'est fortement digitalisé, a multiplié les possibilités d'outils.
Et donc, en fait, être augmenté, c'est simplement avoir un délégué médical qui va avoir dans son champ des possibles une boîte à outils qui va se composer de canaux, d'outils traditionnels, mais aussi de canaux digitaux, et qui va correspondre de plus en plus à une forme d'interaction à la carte, cadencée, organisée, orchestrée, face à des clients qui, eux aussi, des médecins, des professionnels de santé, qui ont fortement évolué et qui sont demandeurs, voilà, de nouveaux modes d'interaction. Donc, ce côté augmenté, moi, je trouve que le délégué médical est en forte évolution. Le LEM, il y a quelques années, avait déjà fait des travaux sur l'évolution du système médical, et notamment à ce côté customer-centrique dont on va reparler, c'est-à-dire centré sur le client, qui va finalement l'amener à réfléchir à comment organiser, voilà, notamment via le digital, ces canaux. De mon côté, pas grand-chose à rajouter sur les excellentes présentations de Franck et Antoine. La seule chose, c'est que de mon passé aussi de commercial terrain, il y a maintenant quelques années, le changement a toujours été important pour le délégué médical, et donc il faut qu'il puisse s'adapter à ce changement. Il est pour moi au cœur de la stratégie de ce changement dans les entreprises. C'est vrai que concernant la promotion médicale, elle est passée d'un support classique à un support digital, et on voit bien que le mot digital est apparu très fortement, en tout cas dans le sondage. C'est donc un nouveau canal de communication qui va permettre effectivement une qualité d'information qui va être différente, un gain de temps de la visite peut-être, on le verra, et surtout une maniabilité de la visite, et une communication qui peut des fois être peut-être plus interactive. Voilà ce que je voulais ajouter pour cette première partie. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose de lancer ce débat avec une première question. Question sur justement la crise qu'on a vécue, qui est un peu une crise du présentiel. Est-ce que selon vous, elle a fait évoluer les mentalités au sujet de la relation entre le délégué médical et les professionnels de santé? Et peut-être que Dimitri, je te propose de prendre la main, puisque tu voulais commencer par partager avec nous une étude qui a été réalisée par IQVIA à ce sujet. Bien sûr, vous avez les slides en live, ou si vous pouvez les partager. D'accord, hop, alors on va partager. Oui, alors oui, effectivement, on étudie grâce à un panel qui s'appelle Channel Dynamics, qui étudie et qui questionne l'ensemble des professionnels de santé en France, mais aussi dans le monde, et ce dans 85 pays. Donc on a une visibilité qui est assez large, je dirais. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, comme on l'a vu pour le rôle du pharmacien, on a vu que les changements ont été opérés. Et dans ce cadre, si on peut passer à la slide 2, si c'est possible, voilà, on voit qu'au niveau international, et ça c'est important, on voit tout simplement que le face-to-face a diminué, ça c'est une certitude, et on voit que le remote a pris beaucoup en évolution. Et cette perception par les professionnels de santé, à travers ces canaux, elle est bonne. Et ça, c'est important. Et en fonction des pays et bien sûr de l'appétence que vous voyez dans ce slide de ces derniers sur les nouvelles technologies, on constate quelques écarts qui sont assez flagrants. Pourquoi? Parce que le face-face avec le Covid a énormément baissé sur l'ensemble des pays dans le monde. Il va de moins 13 à moins 72%, soit une moyenne de moins 43%. Et effectivement, vu l'impossibilité de réaliser pendant une période délicate qui a été la pandémie de la Covid-19, on a vu de façon assez flagrante le côté remote ou e-detailing. On verra, il y a plusieurs sémantiques que nous aussi, on devrait un petit peu plus structurer, en tout cas chez IQVIA. Et on voit qu'effectivement, il y a des écarts qui vont de plus 26 à plus 1044%, ce qui fait à peu près une moyenne de 233%. Donc, on voit bien, par exemple, que la France a utilisé aussi le remote pour permettre à ses délégués de continuer, excusez-moi, à être en relation avec les professionnels de santé avec un moyen de communication un petit peu différent. Juste pour continuer, on parle de remote detailing, comme je vous le disais tout à l'heure, et cette slide est assez intéressante car elle nous permet, avec le Net Promoter Score,
de pouvoir faire la dichotomie justement entre les différentes interactions. Et on voit bien, alors que le face-to-face en detailing est entre 2019 et 2020 à 39%, on voit bien que le e-detailing, lui, par les promoteurs, donc ceux qui l'ont étudié dans ce sens, a pris 9 points. Et ça, c'est assez intéressant de visualiser en tout cas ce changement, aussi bien en 2019 qu'en 2020. Et on voit aussi que le e-meeting, d'accord, qui est un autre canal, a pris, lui, 8 points. Donc, les délégués médicaux ont exercé un certain nombre de visites justement par l'intermédiaire de ces canaux, et on voit bien que donc la visite à distance prend son sens, en tout cas pour répondre à ta question, en tout cas grâce et à cause, je dirais, du Covid. Merci beaucoup, Dimitri. Franck, Antoine, sur la relation et l'évolution justement qui a eu lieu pendant cette crise, l'évolution des mentalités entre le délégué et le professionnel de santé. Moi, je peux constater, c'est que dans l'ensemble, bon, déjà, les problèmes de santé se sont fortement tournés vers les sources numériques pour s'informer, pour continuer à échanger. Hein. On a vu notamment, c'est le cas d'Invivox, une forte augmentation de la connexion des médecins sur les plateformes peer-to-peer. À un moment, les médecins avaient besoin de se réécouter entre eux et de se reparler. Voilà, parce que peut-être que le rôle de la pharma, qui était aussi un rôle de créer du lien entre les professionnels de santé, a été beaucoup plus compliqué dans cette période. Donc, les professionnels de santé, très clairement, eux, ils ont consommé, mis en place beaucoup de pratiques numériques, la téléconsultation, la télémédecine, la téléscience médicale, tout converge pour dire aujourd'hui qu'il y a eu un vrai shift d'usage, un gain, un bond de 10 ans en avant. Côté laboratoire, on a plutôt eu enfin, industrie de santé, on va dire laboratoire, il y a eu un réflexe de compensation, c'est-à-dire qu'il se posait la question de comment on fait pour remplacer cette activité qu'on avait essentiellement en face-face par des contacts. Donc, on a finalement essayé de compenser en valeur absolue un nombre de contacts, ce qui était impossible à faire, bien évidemment, parce que d'abord, il fallait former les personnes, il fallait aussi avoir les moyens, parfois même brancher les tuyaux, hein, simplement. Donc, il y a eu finalement une flambée très forte de la consommation de l'envoi d'emails, d'approuve d'emails, de réalisation de VAD. On a vu vraiment la pharma vraiment bouger les lignes, garder le contact, garder un momentum avec le problème de santé. Et pour autant, faire du contact pour du contact n'est pas forcément la solution à long terme. Il s'agit maintenant de réinventer un système d'engagement, une modalité d'engagement dans un contexte qui a changé et qui va probablement se restabiliser, se renormaliser, hein, peut-être plus en ville d'ailleurs qu'à l'hôpital. L'hôpital reste très compliqué aujourd'hui partout où je passe. Hein. Donc, il y a forcément une réaction des professionnels de santé qui va durer et des laboratoires qui maintenant ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à rester dans un système d'engagement tel qu'on l'a connu pendant des années. Antoine ? Oui, alors pour compléter, effectivement, pendant la crise Covid, nous, chez Medtronic, le premier réflexe a été de maintenir le relationnel avec les professionnels de santé dans une logique aussi de continuité des soins, puisqu'il fallait continuer à soigner les patients qui passaient très souvent au bloc opératoire. Donc, le bloc opératoire était parfois plus accessible à nos ITC, donc des ingénieurs technico-commerciaux qui sont présents aux côtés des professionnels de santé pour garantir donc, le bon usage et la bonne utilisation des dispositifs médicaux. Donc, il a fallu innover. Par exemple, on a testé des lunettes connectées qui nous permettaient à distance d'avoir un support technique comme si on était aux côtés du professionnel de santé dans le bloc opératoire. De nouveaux usages donc, sont apparus, comme expliquait Franck, dans les établissements de santé. Communiquer par visio, que ce soit Teams, Zoom, n'était pas possible très souvent avant la crise Covid et maintenant le devient. Donc, nos ITC sont devenus plus hybrides désormais. C'est vraiment le changement de mentalité. Certes, vraiment, je tiens à le préciser, le présentiel reste aujourd'hui le point de contact privilégié pour les raisons que j'évoquais, puisqu'on doit avoir une activité de support technique, mais désormais, le digital fait partie de la panoplie. Donc, à nous d'être, on en revient au terme du sondage omnichannel, savoir utiliser le bon format au bon moment en fonction des messages que l'on souhaite faire passer. Et on a
également pendant cette période collaborer avec les professionnels de santé pour partager des bonnes pratiques, et notamment par l'intermédiaire d'Invivox. Pendant la première vague, comme on commercialise des respirateurs, il a fallu en urgence être en capacité de former à la fois des anesthésistes, des IAD en quelques jours. Donc, aux côtés d'Invivox, on a pu mobiliser une grande partie de la communauté médicale et paramédicale par l'intermédiaire du webinar, par l'intermédiaire du canal digital. Et on a eu d'autres actions, effectivement, comme celle-ci, qui ont vraiment mis en avant l'approche hybride à la fois du présentiel et à la fois du digital pour pallier ou faire face à cette crise et à cette demande de connaissances et de formation. Peut-être rajouter un point sur ce qu'a dit Antoine, hein, qui est intéressant, c'est le face-face reste important. Ça a soulevé un nouveau problème pour les industriels, c'est comment amorcer une relation quand on n'a pas de contact face-face. En fait, les délégués qui travaillaient déjà avec les problèmes de santé avaient cette possibilité de diversifier leur activité et d'introduire des contacts digitaux, d'envoyer des emails, etc. Donc, c'est quelque chose. D'ailleurs, on voit que les taux d'ouverture des approvis email sont très élevés dans la pharma versus plein d'autres domaines industriels. C'est même c'est plutôt la tranche très haute qu'on puisse connaître. Par contre, ça a posé le problème avec des contacts inauguraux. Moi, j'ai eu 2 clients pendant la crise sanitaire qui ont effectivement eu à lancer des produits avec des réseaux inauguraux. Et là, c'est posé le problème d'amorcer une relation, forcément, en plus à l'hôpital, dans une modalité qui n'était pas possible en face-face. Donc, ça a interrogé aussi certains laboratoires à se poser la question comment engager quand on n'a pas forcément cette relation préétablie face à face. Donc, c'est là que le digital doit aussi se travailler dans ce sens-là. Je me permets de rajouter, effectivement, la visite médicale face-face reste le canal privilégié, mais on voit que sa fréquence tend à baisser. On le voit chez les MG, on le voit chez les gastro, chez les ophta, chez les oncos, et ceux entre 47 et 65% le font systématiquement, en tout cas, en face-face, ce qui donne quand même un petit peu de visibilité sur ce qui peut se passer quand même en remote. Et je reviens sur ce que disait aussi Franck, c'est que le emailing, d'après nos études, a été fortement poussé pendant cette période et beaucoup utilisé par les professionnels de santé. Merci à tous les trois. Alors peut-être, est-ce qu'on peut jumper sur une première conclusion, hein? Est-ce que justement ce côté hybride, présentiel-distanciel, permet d'améliorer la qualité de l'information qui est délivrée aux professionnels de santé, selon vous? Ce qu'on constate, hein, mais ça, je pense que Dimitri pourra le confirmer, hein, c'est que, et même c'est du verbatim de visiteurs médicaux que j'ai pu avoir, hein, la visite à distance, ça a cristallisé beaucoup de difficultés dans l'exercice, parfois par propre résistance du délégué. Ce n'est pas dans son ADN de faire des contacts à distance. En tout cas, ce n'était pas évident. Certains y ont trouvé un intérêt, mais ce qu'on a pu voir, c'est que quand c'est pratiqué, le temps de visite est beaucoup plus élevé. La satisfaction du professionnel de santé est beaucoup plus haute parce qu'il y a un moment focus, interactif, sur des supports établis, et là, forcément, il y a plus d'impact. On sait qu'à l'hôpital, beaucoup de visites et des visites informelles, beaucoup de visites qu'on appelait qualifiées de visites couloirs, qui étaient sur des temps disponibles du médecin finalement assez aléatoires. Là, aujourd'hui, un vrai contact, un échange un peu que je qualifie de desk, hein, c'est-à-dire de timer dans le temps avec un temps d'échange, est vécu par les panels, mais aussi par les délégués eux-mêmes, comme quelque chose de très positif. Je valide le terme hybride. L'idée, c'est vraiment de se poser la question quel est le bon canal à utiliser pour apporter la bonne information à mon professionnel de santé, sachant que son temps est relativement limité. Donc, je me dois, par respect aussi pour mon client, pour le professionnel de santé, de ne pas non plus le surmobiliser et d'optimiser son temps, d'optimiser le mien, donc de savoir où utiliser le bon outil au bon moment, être dans une logique de gestion de projet. Souvent, le premier point de contact est présentiel. On lie la confiance, on est d'accord sur le calendrier, sur la méthodologie, et puis ensuite, on est dans une approche collaborative, dans une approche de gestion de projet avec des suivis qui peuvent se faire de manière plus digitalisée.
Oui, après, on le constate aussi par rapport à la durée de la visite. Cette durée de visite terrain, en moyenne, elle est de 3 à 4 minutes, quel que soit le pays, en tout cas. J'ai un slide qui peut peut-être vous intéresser, Julien, qui permet de constater que peu importe l'aire thérapeutique ou la spécialité du professionnel de santé, avec le remote, on a augmenté significativement, en tout cas, le temps de la visite, et il est passé à un temps de visite moyen de 11 minutes 20. Donc, de ce fait, effectivement, ça laisse un peu plus de place pour rentrer dans une discussion et dans une interaction avec le professionnel de santé qui est un petit peu différente par rapport à ce que peut vivre le délégué médical dans son quotidien, et rentrer aussi dans une discussion des fois un peu plus scientifique, avec un contenu peut-être un peu différent. On y reviendra peut-être dans le cadre de ce webinaire. Merci. Ce que je vous propose, c'est de lancer peut-être le deuxième sondage. Hein, on va vous le proposer en ligne et vous allez pouvoir y répondre directement depuis votre téléphone. Alors justement, selon vous, hein, qu'est-ce que permet ce digital, ou en tout cas la digitalisation qui a eu lieu au cours des 2 dernières années? Donc, vous avez plusieurs réponses possibles. On vous laisse voter en ligne. Hein, je profite de ce moment pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions en utilisant l'icône Q&A, hein, et je piocherai dans les réponses vers 12h45 et je poserai directement les questions à Franck, Antoine et Dimitri. Donc voilà, on vous laisse voter en ligne, on voit les résultats qui s'affichent directement au fil de l'eau et on laissera nos 3 intervenants les commenter. Hop, on vous laisse encore 5 petites secondes. 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Dimitri ou Antoine, on vous laisse peut-être commenter les premiers résultats des réponses sur le digital, dont une qui fait apparemment l'unanimité. Pour commenter, alors je retrouve le message que je venais de faire passer sur une meilleure adaptabilité, donc le respect du temps des professionnels de santé, une optimisation aussi du temps du délégué médical via le canal digital, et effectivement moins de visites en face à face, un format plus blendé, hybride, où on va sélectionner la modalité de contact avec le professionnel de santé, qu'elle soit digitale ou présentielle, en fonction de son projet, j'ai envie de dire. On est vraiment dans une démarche augmentée. Alors, quand on utilise le terme augmenté au sein de Medtronic, on augmente le produit très souvent, et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Je ne vais pas tout dévoiler puisqu'il y aura d'autres questions qui me permettront de préciser ma pensée, mais on augmente le produit en y ajoutant des solutions, et effectivement, ça permet de proposer non plus qu'un produit, mais une solution qui s'intègre dans un projet médical. Donc, et le délégué médical doit effectivement s'inscrire dans cette dynamique-là, et au sein de Medtronic, c'est la démarche qu'on a prise. Moi, j'analyse cette période aussi de changement comme on avait, les laboratoires ont vécu probablement une logique de part de voie, et peut-être qu'on va se déplacer vers une logique de temps d'écoute ou de temps disponible. C'est-à-dire que comment j'arrive à obtenir le meilleur temps disponible des problèmes de santé dont on sait dont le temps est de plus en plus contraint, leur bande passante est contrainte, et ils ont eux-mêmes leur propre agenda. Il faut savoir que changer l'agenda de la pharma, c'est aussi accepter qu'on travaille sur l'agenda des professionnels, sur leurs actualités, sur leurs centres d'intérêt. Et donc, ça change un peu voilà, on passe du produit au client, quelque part. Mais ce temps disponible, ça devient un peu le nerf de la guerre. C'est comment, finalement, j'arrive à obtenir un temps qu'on va m'accorder autour d'une thématique d'intérêt, une thématique qui rencontre les besoins du professionnel, et pas forcément un temps que j'imposais avec un message plutôt descendant, un peu push. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment l'élément majeur de ce que sort ce slide, c'est la reconfiguration de l'obtention de bandes passantes auprès des problèmes de santé pour un industriel. Oui, pour rebondir, effectivement,
on constate que l'adaptabilité au temps disponible des professionnels de santé, elle est majeure. On le voit en tout cas dans ce nuage de réponses. Après, ce qui me paraît important, c'est qu'on a tendance aussi un petit peu à scénariser la visite du délégué médical qui faisait une visite un peu plus orientée, je dirais, produit, effet indésirable, prix. Et avec ce que je vous ai explicité sur la durée moyenne, en tout cas, de la visite auprès des professionnels de santé, qui est de 11 minutes, et ça, on l'a fait sur plus de 2 300 000 visites, on constate qu'il va y avoir en tout cas une adaptabilité que devra avoir le délégué médical pour rentrer peut-être dans des données un peu plus techniques, plus scientifiques, plus proches de l'environnement de la maladie, donc du professionnel de santé, pour s'intéresser à des choses un petit peu différentes. Et c'est pour ça que l'adéquation entre la visite face-to-face et la visite en remote a un sens, et elle est validée par les professionnels de santé. En tout cas, nous, c'est le discours que nous donnent la plupart de ces professionnels de santé. Donc, ça veut dire que les laboratoires, surtout pendant la crise de la Covid-19, ont dû complètement changer, mais pas que le délégué médical d'ailleurs, hein, que ce soit le médico-marketing, les différents services dans les laboratoires. Et d'ailleurs, pour ne pas le dire, la plupart des laboratoires, entre eux, pensent que leurs concurrents maîtrisent mieux les outils, ce qui n'est pas forcément le cas, pour être très franc avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient accompagnés. Moi, je confirme, on a fait une étude de Tech2Med, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, sur l'évolution des stratégies d'engagement des laboratoires, notamment sur le contenu. On parle souvent, vous savez, d'une époque où dans le digital, le content is king. Moi, j'ai vu des laboratoires qui étaient à la tête de produits matures où finalement, faire du distanciel avec des produits archi connus, archi pratiqués depuis des années posait problème. Donc, se poser la question de savoir comment finalement on pouvait se recentrer sur les besoins du client, c'est-à-dire comment on pouvait trouver des thématiques d'engagement qui n'étaient pas compatibles avec, bien évidemment, la légitimité du laboratoire et la logique du produit. Donc, il y a quand même un engagement produit à faire. Mais on voit des laboratoires qui ont choisi d'aller sur des territoires de com dans leur expertise, bien évidemment, légitime, mais vraiment d'essayer d'engager. C'est-à-dire que la logique, c'est comment d'abord j'obtiens du temps, comment j'arrive à avoir une conversation avec le professionnel et dans laquelle je vais bien évidemment avoir à la fois répondre à satisfaire cette conversation, mais aussi garder le momentum de mon produit. Et puis forcément rentrer par le produit pour le produit. Et ça, c'est l'équilibre de contenu unbranded versus branded est quelque chose qui se configure aujourd'hui dans beaucoup de laboratoires. Alors, tous ne le font pas pour des raisons de réglementaire et compliance, donc c'est le produit avec le produit, mais on voit de plus en plus des laboratoires un peu acculés à devoir chercher des domaines de communication différenciés. Je me permets de rajouter, s'il te plaît, Julien, pour aller dans le sens de Franck. Effectivement, face aux nouvelles attentes de leurs clients et à cette incertitude économique qu'il y a pu y avoir, le modèle commercial des laboratoires pharmaceutiques, il doit devenir, comme le disait tout à l'heure Antoine, plus agile, phygital et centré client. En fait, tout ça est un ramassis de data-driven où on va utiliser l'utilisation at scale de l'intelligence artificielle, du machine learning pour générer et traiter des insights en temps réel, pour permettre à la segment d'être plus dynamique et ainsi de suite. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais il faut retenir que les laboratoires doivent être agiles, phygital et centrés client. Ça, pour moi, c'est 3 mots qui sont assez forts. Je confirme effectivement sur ce point. Parfois, un industriel et donc ses délégués commerciaux vendent des produits qui peuvent être en fin de cycle d'innovation, des produits matures qui sont proches de la commodité. Donc, pour intéresser aussi nos clients, les professionnels de santé, on se doit d'écouter leurs besoins et puis d'associer parfois des nouveaux services en bundle avec nos produits qui vont répondre aux besoins avant tout du professionnel de santé. Donc, chez Medtronic, on a tendance à dire que le dispositif médical est un acte technique, mais d'un parcours de soins. Il se passe quelque chose avant, il se passe quelque chose après. Donc, on se doit de répondre à une demande à l'échelle d'un parcours de soins, s'insérer aussi dans un projet médical. Et c'est pour ça qu'on développe de nouvelles solutions, notamment digitales. Donc, je reprends le terme. Ça peut être des plateformes de suivi patient, ça peut être des casques de réalité virtuelle sur de la sédation digitale qui vont nous aider
à garantir le bon usage ou le confort du patient au bloc opératoire, donc, ou les lunettes de téléassistance. Donc, tous ces sujets sont autant d'opportunités pour les délégués commerciaux d'accrocher leurs clients sur de nouveaux sujets qui les intéressent au-delà du produit. Il y a une question d'ailleurs qui revient souvent, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Moi, c'est un débat que j'ai eu souvent avec pas mal de laboratoires, c'est est-ce que j'ai le droit de sortir de la communication produit parce que finalement, aujourd'hui, c'est là où je dois être et rien d'autre ailleurs. Vous avez des laboratoires qui ont cette position-là, pas beaucoup, mais qui ont des positions très fermes là-dessus. C'est le produit, le bon usage, le produit. Rien ne doit être fait autre chose que ça. Après, il y en a d'autres qui ont été un peu plus loin, qui ont été peut-être sur du service, sur des choses qui peuvent être parfois perçues comme du non légitime et parfois même perçues comme des avantages que le médecin pourrait obtenir. Mais au milieu de ça, il y a tout un champ d'exploration qui est celui de la légitimité que peut avoir un industriel à développer les compétences de médecin dans le domaine dans lequel il a son offre de produits, dans le domaine au fait où il peut améliorer le parcours patient. Et là, je pense que ces discussions, j'ai eu pas mal de fois avec des officiers de compliance dans les laboratoires et réglementaires, il y a un champ des possibles de communication qui vient simplement faire participer le laboratoire au progrès de son offre et au progrès de cette offre pour impacter l'exercice médical, mais aussi les problèmes de santé. Donc, je trouve que c'est au contraire une période qui a exalté la légitimité des laboratoires à retourner vers le patient, à reparler vers le patient beaucoup plus, parce que certains avaient marché sur des œufs pendant des années, et là, on voit que c'est en train de bouger là-dessus. Merci à tous les trois. Ce que je vous propose maintenant sur cette dernière partie, il nous reste quelques minutes, c'est de parler concrètement des outils. Et je vais laisser les participants voter sur un des outils qui a été énormément abordé, sujet de très nombreux débats, l'outil de visite à distance. Donc, il y a un sondage qui va se lancer, on va vous laisser voter. Et puis ensuite, je laisserai nos trois intervenants commenter, mais surtout, éventuellement nous parler des outils qui, selon vous, ont un impact direct sur la visite médicale augmentée, les outils que vous pourriez recommander ou des outils que vous avez trouvé particulièrement intéressants aujourd'hui ou à suivre. Donc, pour voter, c'est comme tout à l'heure, c'est très, très simple. Vous avez, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir analyser l'efficacité de la visite à distance, vous avez 4 possibilités. Est-ce que vous jugez ça faible, médiocre, intéressant, excellent? Je vous laisse encore quelques minutes pour voter. Vous êtes très nombreux à voter et à avoir téléchargé le logiciel. Merci infiniment. Hop, on va clore. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous laisse commenter et surtout nous parler des outils que vous jugez particulièrement intéressants pour une visite médicale augmentée, c'est-à-dire plus efficace. Franck, on te laisse la main. Et alors, ce sujet, c'est un sujet que je pratique au quotidien, la VAD. J'ai pas mal de formations sur ce sujet. Face à la difficulté que la VAD a installée dans les laboratoires, de la défiance parfois et beaucoup de difficultés, à la fois des difficultés techniques, mais aussi beaucoup de freins sur le savoir-faire. Ça se débloque aujourd'hui. Il y a vraiment, je trouve, dans pas mal de laboratoires maintenant une modalité qui s'intéresse. Il faut savoir que ça a beaucoup d'avantages. Donc, les délégués trouvent des avantages à faire la VAD, l'impact qu'ils peuvent avoir, mais aussi le fait que ça améliore aussi leur qualité de vie à eux. C'est-à-dire, quand vous avez des grands secteurs, vous avez un certain nombre de difficultés pour vous déplacer. Au lieu de risquer de faire 300 km aller, 300 km de retour pour voir un médecin et faire éventuellement un no-show, la VAD est beaucoup plus confortable. Donc, on voit se configurer des nouveaux avantages à l'utilisation de remote. Ça ne remplace pas le face-face, bien évidemment. En tout cas, c'est intéressant. Et ça, par contre, ça a exalté un vrai challenge pour la visite médicale, c'est la préparation, le travail. C'est-à-dire que quand on pouvait faire son métier, je suis un peu provocateur, mais c'est une réalité, on pouvait faire son métier en me disant, voilà, j'ai fait mon training, je connais mon ADD, tout ça, je vais au contact. La VAD demande du travail de préparation, comment on amène le rendez-vous, sur quel rationnel, comment on justifie qu'on va le faire à distance, comment on arrive à gagner ce rendez-vous dans l'agenda de médecin, ça demande de la préparation. Vraiment, et de se préparer et de s'entraîner, de capitaliser sur cette préparation.
Je rebondis, moi qui viens vraiment du côté vente, je peux que être d'accord avec ce que vient de dire Franck. Je l'ai souvent dit en termes de management avec mes équipes à l'époque. 80% de la réussite d'une vente médicale ou purement commerciale, c'est la préparation. Le délégué médical ou pharmaceutique doit se préparer, doit se challenger, doit prendre en compte les mutations qui sont autour de lui, doit être curieux. D'ailleurs, plus il est curieux et plus en général, il est écouté par le professionnel de santé, même si sa curiosité excusez-moi, va des fois au-delà justement de la relation purement laboratoire, professionnel de santé. Mais je ne peux qu'être d'accord avec la préparation de visite, elle est majeure. Et c'est pour ça que je pense que le changement dans les laboratoires, je voyais les questions dans le chat et on y arrivera, mais le changement, il doit passer aussi par un nouveau paradigme, c'est de se dire qu'il faut peut-être aussi repenser, réinventer le modèle, peut-être casser certains silos, si je peux me permettre, pour concevoir un modèle d'engagement centré beaucoup plus client. On disait client-centrique, on est beaucoup d'accord avec Franck et Antoine sur ce sujet. Voilà. Et pour apporter donc, un élément concret au sein de Medtronic, donc l'année dernière, pendant la crise Covid, on a mis en place un nouveau modèle organisationnel et commercial, donc une nouvelle segmentation client, et par conséquent une nouvelle organisation commerciale avec de nouveaux métiers. On a notamment ce qu'on appelle des SAM, hein, des Strategic Account Managers sur des grands comptes. On va avoir toujours nos ITC, hein, nos ingénieurs technico-commerciaux qui travaillent de plus en plus en mode projet avec ces SAM, mais aussi avec le légal en interne, avec l'équipe solution, avec l'équipe digitale. Donc la vraie transformation pour répondre aussi aux besoins du client, c'est cette capacité à travailler en mode projet pour apporter donc une réponse, hein, non pas que sur le produit, la technique, mais une réponse également plus globale aux besoins de son client. Et pour terminer, on a mis en place au sein de Medtronic ce qu'on appelle une équipe Connect Me, donc une équipe de commerciaux sédentaires, hein, qui font des visites donc, médicales à distance, hein, donc une logique de vente en mode remote, sur une typologie de produits et sur une typologie de clients. Donc, effectivement, cette période a permis d'accélérer cette phase de transformation digitale au sein de Medtronic. Dans cette période-là, on a mis beaucoup de volume d'activité et de pression sur la visite médicale, sur le terrain, très clairement. Le sujet, il n'est pas que sur le terrain, il est vraiment aujourd'hui dans ce que j'appelle l'évolution du go-to-market model, du nouveau modèle d'engagement, pour repartir du client. C'est-à-dire très clairement, les industries passent probablement d'une logique product-centrique, PNL par BU, etc., vers quelque chose qui est beaucoup plus centré sur l'agenda du client et sur sa capacité à obtenir ce fameux temps disponible. Et ça concerne le marketing, le médical, ça concerne beaucoup de sièges, de données. Ouais. Et autre chose que ça implique, hein, c'est que le digital n'est pas gratuit. Attention, hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que investir dans le digital aujourd'hui, c'est une économie parce qu'on va faire moins de face-face, on va gagner sur les effectifs, etc. Ce n'est pas vrai. Hein. Le digital nécessite d'acquérir des assets et de mettre en place des content factories, d'acquérir effectivement des assets digitaux, des informations clients pour faire ce qu'on appelle du data-driven, hein, de plus en plus. Ça implique du data management, de la data science. Donc ça, ce n'est pas des fantasmes. Ça commence à se mettre en place dans certains laboratoires, hein, qui se sont structurés autour de ça. Mais ça coûte de l'argent et souvent, dans les équipes de direction, ce qu'on voit, c'est qu'on est entre deux. C'est-à-dire on fait de l'hybride, on fait de l'activité, on a un CRM souvent qui n'est pas forcément bien exploité, hein, mais on n'a pas encore mis cette logique de changement de modèle d'engagement à un moment où le nombre de médecins vus par les visiteurs diminue. Hein, il y a eu beaucoup de non-vus aujourd'hui, donc il y a tout ça à repenser. Ça va prendre pas mal de temps, voire plusieurs années, je pense. Oui, et puis dans le succès de toutes les transitions numériques, Franck, je pense que tu seras d'accord avec moi. Le succès, il tient à la façon effectivement d'accompagner le changement. Et surtout les changements induits par les outils. Et ces outils-là, ça veut dire qu'il faut qu'on aide les labos à faire le chemin dans le changement qui va être impacté par le numérique. Pour ça, il y a des facteurs clés de succès qu'on reparlera peut-être tout à l'heure. Et
Et quand tu dis que ça coûte et que c'est un investissement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, aujourd'hui, chez IQVIA, on a une base qui s'appelle OneKey, qui est peut-être connue par, en tout cas, un grand nombre de gens dans ce webinaire, et qui va nous permettre, déjà, c'est un annuaire de tous les professionnels de santé par pathologie, par aire thérapeutique. Enfin, on est capable de mêler de la data science, du profil LinkedIn, de la publication, et donc de recibler et de réécrire le modèle de demain qui est poussé par le remote et par le changement que va impliquer effectivement ce nouvel axe de communication. Et donc, on remonte en fait dans la base OneKey tous ces éléments, même les éléments de réseaux sociaux, comme je vous parlais tout à l'heure, et on est capable après de faire des emailing pour essayer de mettre des trackers avec des clics. Et j'en reviens aussi à l'agenda. Quand tu parlais de l'agenda du professionnel de santé, je pense qu'on doit s'adapter effectivement à l'agenda du professionnel de santé, mais on doit aussi adapter l'agenda de nos délégués médicaux actuels pour justement être en cohésion avec cet agenda et trouver la meilleure solution et le meilleur moment pour pouvoir entrer en interaction avec lui. Je peux apporter un dernier élément d'information, effectivement, sur le comment amener nos délégués médicaux à obtenir cet état d'esprit. Au sein de Medtronic, on a mis en place un programme de formation qui s'appelle Destination. Et donc, nos délégués médicaux deviennent des transformeurs. Et donc, ils participent à un cursus de formation pour acquérir les compétences de l'entrepreneur, et on leur accorde un nombre de jours assez conséquent dans l'année, en collaboration étroite avec des startups. Ils vont travailler sur un projet pour développer une nouvelle solution que derrière ils commercialiseront. Donc, on les introduit dès le départ dans le processus de fabrication pour que derrière ils soient engagés dans la phase de commercialisation. Et donc, ils acquièrent toutes ces nouvelles compétences et soft skills d'agilité, de design thinking, de user-centric, de speed solving, etc. Donc, c'est un bon moyen pour le délégué médical de devenir le délégué médical de demain. Merci infiniment à tous les trois. Il est 12h47. On va se donner encore 10-15 minutes pour prendre des questions justement qui ont été posées dans le chat. Je vais piocher. N'hésitez pas, tous les participants, à rajouter des questions, soit via l'icône discuter, soit via l'icône Q&R. Alors, j'ai une première question sur justement la maîtrise des réseaux sociaux. Est-ce que le délégué médical augmenté doit devenir complètement à l'aise sur la gestion des réseaux sociaux et, entre parenthèses, aussi l'aspect réglementaire de l'utilisation des réseaux sociaux? Alors moi, j'ai fait une formation sur ce sujet-là pour un labo qui m'a demandé. Je peux en parler du témoignage. On va parler surtout de LinkedIn, très clairement. La plupart des professionnels, tous les gens qui sont en métier aujourd'hui, je crois qu'on avait parlé entre nous, Julien, je crois qu'il y a 20 millions en France de gens qui sont sur LinkedIn. Les délégués médicaux. Donc, tout le monde est sur LinkedIn, pratiquement, tous les professionnels, tout le monde a un compte, les médecins les premiers. Donc, en fait, la question, c'est peut-on utiliser, des laboratoires autorisent l'usage de LinkedIn à des fins professionnelles, c'est-à-dire la mise en relation, la demande de connexion, l'échange par bot, par message, et voilà, c'est une modalité qui ne peut pas. Ce qui est plus délicat, c'est effectivement la partie Twitter, qui peut être effectivement quelque chose d'un peu plus incontrôlable, avec des contenus qui peuvent être très vite hors sujet professionnel, on va dire, voilà, qui peuvent être politique, sociétal, etc. Mais je vois des labos commencer à mettre des briques demander, en tout cas, on me demande de mettre une brique de formation sur la maîtrise des réseaux sociaux. C'est souvent fait avec le corporate et la com, dans l'usage, le panel du délégué médical, et de plus en plus sur les hospitaliers aujourd'hui. Mais c'est un fait, c'est inéluctable. Effectivement, alors peut-être juste pour rebondir, mais LinkedIn a une caisse en effet de résonance, et derrière permet d'aller chercher de nouvelles opportunités, parfois aussi commerciales, en touchant ses cibles et sa communauté de clients et de médecins. Et on l'a vu
au sein de Medtronic. On mène parfois des projets pilotes avec certains professionnels de santé, avec des hôpitaux. Et quand un délégué valorise effectivement ce projet, les résultats qu'on a pu obtenir auprès de sa propre communauté, généralement, les autres lèvent la main, sont intéressés. Donc, on est dans une logique de création d'opportunités commerciales par l'intermédiaire aussi du réseau social. Moi, je rajouterais juste une petite chose. Je ne peux que valider. Je suis un très gros utilisateur de LinkedIn. Maintenant, il y a l'utilisation du LinkedIn, Dimitri Guillot, puis il y a l'utilisateur de LinkedIn, Dimitri Guillot, chez IQVIA. Et tout ça est fortement réglementé, et Franck le disait. Et il faut, je pense, aussi faire attention au contenu que nous mettons à disposition sur ce réseau qui est fortement regardé. En tout cas, il a toute son utilité et je pense qu'aujourd'hui, la plupart de nos délégués et de nos délégués médicaux, pharma, hospitaliers utilisent de plus en plus justement ces outils conformément à la stratégie de leur entreprise, parce qu'elle est souvent réglementée, pour pouvoir communiquer sur différents axes stratégiques de l'entreprise ou différents partenariats. Et j'en veux pour preuve, je l'utilise aussi dans ce sens et je pense qu'on l'utilise tous dans ce sens. Merci à tous les trois. Je vais prendre une question de Lucie qui nous dit quoi de neuf en pratique pour envisager ce changement agile de paradigme. Est-ce que vous avez des outils concrets justement que vous recommandez, vous, dans vos différentes interventions à vos clients? Est-ce qu'il y a un élément, une appli, un outil, une manière de fonctionner que vous recommandez? Déjà, on parlait tout à l'heure de formation avec destination d'Antoine. La formation, l'acculturation, la conduite de changement, ça, c'est des choses concrètes qu'il faut faire. On a formé des centaines de délégués de marketing. On a des masterclass. On en a fait d'ailleurs avec Rémi Teston de santé sur l'évolution des modèles d'engagement dans la pharma, sur de l'éthique. Donc, on a déjà des choses concrètes à faire pour accompagner les équipes, changer, reparamétrer le logiciel, on va dire. Ça, c'est vraiment important. Je prends un autre exemple, c'est l'évolution des contenus. Sur l'évolution du contenu, je vois se mettre en place des logiques de content factory, c'est-à-dire des nouveaux process de création de contenu plus courts, plus agiles, plus digital. C'est-à-dire que très clairement, la façon de faire du contenu, la façon de faire du matériel dans les laboratoires, que j'ai bien connu pendant pas mal d'années, est longue, très, très focusée sur le produit, sur des formats souvent papier. Et donc, il faut réadapter toutes ces logiques de contenu par rapport au mode de consommation des médecins, qui aujourd'hui est une mode de consommation rapide, court, efficace, dans des bandes passantes très faibles. Donc, on parle de snack content. Donc, il faut réadapter ces contenus. Il faut adapter des contenus présentiels, mais des contenus distanciels. Explosion des emails, vidéos, podcasts, infographie. Il ne s'agit pas simplement, et ça, Julien, tu connais bien ce sujet-là, il ne s'agit pas simplement de refaire des contenus, mais peut-être de simplement réveiller les belles endormies. C'est-à-dire tout ce qu'on a déjà dans la boutique, qui sont déjà des TAP, etc. Donc ça, je vois des process changer dans le laboratoire avec des comités éditoriaux, c'est-à-dire avec la direction médicale, la direction réglementaire et le marketing travailler ensemble, se voient régulièrement pour définir la ligne éditoriale. C'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire qu'on fait face finalement à ce que les médecins ont en face des laboratoires, des Medscape, des Univadis, des DocCheck, des DocEvidence, tous ces trucs-là qui sont au-dessus des producteurs, Egora, tout ça. Donc, on voit des choses évoluer concrètement là-dessus avec des produits de conseil et du management qui changent. Antoine ou Dimitri, est-ce que vous avez un outil, vous, que vous conseillerez justement pour peut-être un outil existant ou alors à découvrir? Peut-être, j'avais une discussion avec notamment un délégué médical il n'y a pas plus tard qu'hier, et que je peux considérer comme un délégué médical augmenté chez nous, qui aujourd'hui a rejoint en fait une start-up qui s'appelle Digital Surgery, une start-up anglaise qu'on a rachetée l'année dernière, qui propose un système de vidéo d'enregistrement des interventions chirurgicales pour vraiment faire rentrer la data et l'intelligence artificielle au bloc opératoire. Et lui, depuis qu'il a rejoint cette start-up Medtronic désormais,
utilisent par exemple Trello dans une logique de gestion de projet parce qu'ils communiquent aussi en interne, parfois avec des développeurs, avec de nombreuses personnes, et ça lui permet de gérer des tâches au quotidien. Et également, il est dans l'omnicanal avec Slack aussi depuis peu. Donc, il apprend ces nouveaux outils qui viennent très souvent du monde de l'IT et qui arrivent également dans le secteur industriel et qui permettent de mieux gérer ces différents canaux d'information et de gérer aussi un network de partenaires. Chez IQVIA, on fait, je disais tout à l'heure en préambule qu'on faisait de la donnée, mais on ne fait pas malheureusement que de la donnée. Comme vous le savez, on utilise aussi et on vend du CRM avec des applicatifs qui vont autour de ces CRM et qui sont bien entendu interopérables avec d'autres. Et donc, on a des modules spécifiques OCE, que ce soit OCE Personal, OCE Digital, OCE Optimizer, OCE Remote Engagement, OCE Connect. Et toutes ces informations permettent d'avoir des outils pour les laboratoires. Mais avant, je dirais, de mettre en place des outils, je pense qu'il faut aussi savoir que le laboratoire doit réfléchir à sa stratégie pour développer aussi ces outils et définir sa nouvelle segmentation, sa nouvelle mise en œuvre. Il doit aussi introduire une dimension autre que digitale, mais aussi attitudinale, comme je le dis souvent. Et ça, c'est important. Je pense que on a besoin d'outils, mais les outils vont être que le résultat de la stratégie que les laboratoires vont mettre en place. Et donc, ce n'est qu'une combinaison de toutes ces dimensions. Et aujourd'hui, on ne peut pas oublier qu'on doit repenser la stratégie qui est impliquée et appliquée par la visite en remote. Voilà. Merci à tous les trois. Peut-être pour ajouter un point là-dessus, parce que chez Invivox, on a développé justement un outil pour faciliter la formation sur des dispositifs médicaux. On a développé ça justement dans le cadre d'un partenariat qu'on avait avec Medtronic. Ça s'appelle une capsule de formation sur un dispositif médical qui se lance à partir d'un QR code qu'on peut mettre dans un bloc opératoire et qui va lancer directement des mini-vidéos très, très courtes, comme le disait Franck, puisqu'on est vraiment sur du micro-learning, mais qui va permettre à une infirmière qui a besoin de se rafraîchir la mémoire pour utiliser un dispositif ou à quelqu'un qui n'a jamais utilisé ce dispositif, de lancer instantanément, sans avoir à passer par un site web, par tout ça, un outil. Donc ça, c'est un outil pratique qu'on a pu développer. Et puis tous les autres outils aussi, je trouve qu'ils sont intéressants, c'est tous les outils qui sont utilisés pendant les webinaires. Parce qu'un webinaire, c'est bien, mais un webinaire interactif, c'est quand même beaucoup mieux. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, parce que l'intérêt déjà, c'est d'arrêter la communication uniquement descendante, mais de créer une véritable interaction. Et puis aussi, toutes les informations qu'on récolte pendant un webinaire, c'est des signaux faibles, parfois même très forts, qui sont envoyés par les participants et qui vont permettre derrière, en triant ces signaux, de les récupérer comme de la donnée et en les passant aux équipes commerciales. Quand on voit qu'il y a un médecin qui, par exemple, s'exprime, pose beaucoup de questions, c'est sûrement un des premiers médecins avec lequel il va falloir reprendre contact ou en tout cas organiser une visite en face à face. Donc, tous ces outils existent. Beaucoup de ces outils, souvent, sont gratuits. Ils ont toujours une version freemium qui peut être intéressante. Ils sont des outils assez simples à prendre en main, mais voilà, c'est des outils qu'on aime recommander chez Invivox. Je confirme, la capsule maintenant fait partie de la boîte à outils du délégué médical augmenté chez Medtronic. Ah oui, elle permet d'éviter de se déplacer à chaque fois et de dire, voilà, il suffit de scanner le QR code de tel dispositif et puis ça lance le mode d'emploi qui est un mode d'emploi en plus qui a été fait de manière très interactive pour guider une personne pas à pas. Oui, et surtout d'apporter aussi une solution au turnover des blocs opératoires. On le voit, surtout en ce moment avec la crise des IBOD, ça tourne régulièrement avec des infirmières qui viennent d'agences d'intérim. Donc, être en capacité de les former rapidement, c'est un point très important aussi pour nous. Très bien, écoutez, il est presque 13 heures, on démarre à l'heure, on termine à l'heure. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitez aborder pour conclure, Franck, Antoine ou Dimitri, ou tous les trois? Moi, j'ai juste noté qu'il y a plein de questions hyper intéressantes et il n'y a pas le temps de débattre plus, notamment C'est ce que sur j'allais dire. les fondamentaux, sur la juniorisation de l'UCI, tout ça, c'est des sujets
Moi, je veux bien laisser mon email dans le chat si vous voulez, enfin, s'il y a des questions qu'on veut continuer la conversation. Voilà, donc c'est avec plaisir, mais je sais que le temps est toujours un peu pressé. Je rebondis de façon identique à celle de Franck. Je peux laisser mon email parce qu'il y a des questions qui sont vraiment très intéressantes dans le chat. Et donc, n'hésitez pas à me contacter en direct avec grand plaisir. Je dois aussi du coup laisser mon email. C'est le principe. Hein. C'est le principe. Exactement. Avec plaisir pour apporter voilà, des réponses. Et puis, l'idée, moi, un mot qui me plaît beaucoup, hein, c'est vraiment l'agilité demain. Et encore une fois, cette équipe pluridisciplinaire, ce délégué médical augmenté, hein, comme le professionnel de santé qui est plus seul dans son cabinet médical, le délégué, c'est pareil, il fait partie d'une équipe au sein d'un grand groupe. On l'évoquait, le marketing, le légal, le digital, le solution. Donc, à lui d'aller piocher dans ses compétences pour mener à bien son projet, sortir en effet du produit pour arriver sur des sujets davantage à l'échelle du parcours de soins et être à l'écoute des besoins du client et être respectueux du temps aussi de son client pour ne pas le sursolliciter ou le solliciter au bon moment et dans le bon format. Dernier mot peut-être, qualité versus quantité. Hein. C'est un vrai débat des directeurs des ventes aujourd'hui. Comment on passe d'un plan de contact à un plan d'engagement, comment on sort des indicateurs qu'on avait depuis des années à des indicateurs un peu nouveaux. Et c'est vrai que ça va rebattre un peu les cartes aussi sur la façon de mesurer la performance et l'engagement des moyens. C'est important. On en vient pour dernier mot à la stratégie de ces laboratoires. Et pour les accompagner, n'hésitez pas, on sera là pour vous accompagner, je pense, les 3 intervenants ici, et surtout chez IQVIA, où on est capable, avec les outils qu'on peut vous proposer, de suivre et de vous accompagner dans la gestion du contenu. Écoutez, merci infiniment à tous les 3. Merci à tous les participants parce qu'il y a énormément de questions. On s'engage à faire passer les questions, à se répartir les questions entre nous 4 et puis à revenir vers vous. Vous avez nos emails dans le chat. Vous nous retrouverez sur LinkedIn. Je pense qu'on en a beaucoup parlé de LinkedIn. C'est très simple de nous retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages directement par LinkedIn, qui devient véritablement aussi une très bonne messagerie quasiment instantanée. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle, la semaine prochaine, le 14 octobre prochain, on aura un nouveau débat. Ce débat sera consacré cette fois-ci aux canaux à utiliser pour capter l'attention des professionnels de santé. On va parler de social listening. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. Et on va aussi parler une fois qu'on a compris comment les professionnels de santé consomment de l'information, on va comprendre comment leur envoyer la bonne information. On a abordé ce sujet aujourd'hui un petit peu, mais on rentrera dans le détail dans 2 semaines, le 14 octobre prochain à midi. Merci infiniment. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Julien. À très bientôt. Merci Invivox. À bientôt.